En mars 2003, sur la péninsule d'Al-Fort, au sud de l'Irak, la nuit tombait à 22 heures. Un changement monumental s'annonçait. Une tempête de sable colossale dévalait les marais plats et huileux, là où l'Irak rencontre le golfe Persique. Le vent hurlait, le sable fouettait la peau et piquait les yeux. La visibilité était réduite à presque rien. Et à travers ce mur de poussière brune, des Royal Marines britanniques des 40E et 42 et commandos s'installaient dans des hélicoptères et des barges de débarquement, enfilant leur équipement et se lançant dans l'une des attaques les plus audacieuses de toute la guerre en Irak. Ils ne pouvaient pas voir le sol sous leurs pieds, ni l'ennemi qui les attendait, mais ils s'élançaient malgré tout. Ce n'étaient pas des soldats américains, ce sont des Britanniques. Et ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir au cours des semaines suivantes allait faire s'arrêter les généraux les plus puissants de l'armée américaine, les forçant à regarder leurs écrans de commande et à dire des choses auxquelles personne ne s'attendait. Voici l'histoire de l'opération Telk. C'était le nom de code de la participation britannique à l'invasion de l'Irak en 2003. Et voici ce qui s'est passé lorsque les généraux américains ont observé 46 000 Britanniques affronter les forces de Saddam Hussein sous la chaleur étouffante du sud de l'Irak. Ce qu'ils ont vu a changé la façon dont ils percevaient leur allié le plus proche. Certaines de leurs paroles résonneraient dans l'histoire militaire pour les années à venir. En mars 2003, les discussions étaient terminées. Les États-Unis et le Royaume-Uni allaient faire la guerre ensemble. L'opération américaine portait le nom de Iraqi Freedom, tandis que les Britanniques l'avaient baptisé Telk. Ensemble, environ 300 000 soldats de la coalition se tenaient sur la frontière du Koweït, prêts à traverser en Irak. C'était la plus grande force militaire occidentale réunie en un seul endroit depuis la première guerre du Golfe, 12 ans plus tôt. Les Américains marchaient envers le nord, avec une puissance de feu massive pointée directement sur Bagdad. Les Britanniques, eux, avaient une mission différente, jugée aussi dangereuse, voire plus compliquée. Ils devaient prendre le contrôle de tout le sud de l'Irak. Ils devaient capturer Bassora, la deuxième plus grande ville d'Irak, avec ses 1,3 million d'habitants, et tout cela avec beaucoup moins de soldats que leurs partenaires américains. Les chiffres montrent à quel point cela allait être difficile. La première division blindée britannique était responsable d'une zone couvrant environ 15 000 km². Bassora elle-même était défendue par environ 14 000 soldats irakiens réguliers, jusqu'à 3 000 combattants fédayines de Saddam et un nombre inconnu de milices du parti Baas. Les Britanniques comptaient environ 26 000 soldats au sol pour les combats. Ils étaient en fait moins nombreux dans leur propre zone. Les rapports de renseignement signalaient que Saddam pourrait avoir placé des armes chimiques dans le sud. Ainsi, les troupes britanniques traversèrent la frontière avec des combinaisons de protection chimique complètes sous une chaleur dépassant les 40 degrés Celsius. Et puis, il y avait le pétrole. La péninsule d'Al-Fort abritait des pipelines et des plateformes gérant 80% des exportations pétrolières de l'Irak. Si les hommes de Saddam les faisaient exploser ou les mettaient en feu, comme ils l'avaient fait avec les champs pétroliers du Koweït en 1991, ce serait un désastre de plusieurs milliards de dollars. De retour au quartier général du commandement central à Doha, les généraux américains observaient, inquiets. Ils avaient confié aux Britanniques le front sud, en partie par respect, en partie parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le tenir. Mais dans les coulisses, un doute persistant demeurait. Les Britanniques pouvaient-ils vraiment y arriver ? Leur armée était plus petite, leur équipement était plus ancien. Ils avaient la réputation d'être polis et mesurés. Pouvaient-ils vraiment tenir leur rôle dans la plus grande opération militaire conjointe américano-britannique depuis plus de 50 ans ? Ce qui allait se passer dans les 26 jours suivants ne répondrait pas seulement à cette question, mais forcerait certains des plus puissants dirigeants militaires à revoir tout ce qu'ils croyaient sur ce dont les soldats britanniques étaient capables. Tony Blair se tenait devant le Parlement le 18 mars, sachant que ce qui allait se passer définirait son héritage et pourrait bien mettre fin à sa carrière. Plus de 130 membres de son propre parti travailliste étaient sur le point de se rebeller contre lui. La plus grande révolte contre un gouvernement dans l'histoire parlementaire moderne. Mais Blair remporta le vote et la machine militaire qui se préparait en silence depuis des mois fut lancée. Pour comprendre ce dont cette machine était capable, il fallait comprendre les forces envoyées par la Grande-Bretagne et les hommes qui les commandaient. Les forces terrestres britanniques étaient centrées autour de la première division blindée, commandée par le major général Robin Brims.
Il était un officier calme et expérimenté, ayant servi en Irlande du Nord, au Malouines et dans les Balkans. Sa division n'avait pas été déployée à pleine capacité depuis la première guerre du Golfe en 1991. Sous ses ordres se trouvaient certaines des unités de combat les plus célèbres de l'histoire militaire britannique. Ils avaient été confiés à la mission la plus audacieuse de la première nuit, l'assaut sur Allour. La brigade d'assaut aéroportée 16 amena le régiment de parachutistes, les légendaires Paris, dont l'histoire traversait Arnhem et les Malouines, et qui s'étaient dispersés à travers le sud de l'Irak, dans l'ombre, les SAS et les SBS. Les forces spéciales britanniques, les plus élites du pays, accomplirent des missions tellement secrètes que la plupart d'entre elles demeurent classées à ce jour. Du côté américain, plusieurs généraux observaient ça et les Britanniques avec une grande attention. Le général Tommy Franks commandait toute la coalition depuis le Qatar. Le lieutenant-général James Conway dirigeait la première force d'expédition des Marines juste à côté de la zone britannique, et le major-général James Mattis, le guerrier érudit qui deviendrait un jour secrétaire à la Défense, commandait la première division des Marines juste de l'autre côté de la ligne de frontière. Ces hommes étaient sur le front raw pour tout ce que les Britanniques allaient accomplir. Mais avant même que le premier coup de feu ne soit tiré, un moment captura l'essence de ce qui s'annonçait. Le 19 mars, dans un camp poussiéreux du Koweït, à quelques kilomètres de la frontière irakienne, le lieutenant-colonel Tim Collins du 1er bataillon du régiment royal irlandais réunit ses 800 soldats à la lumière déclinante de la soirée et prononça un discours qui allait faire le tour du monde. Il leur dit qu'ils allaient libérer, non conquérir. Il leur conseilla d'être féroces au combat, mais généreux dans la victoire. Il leur rappela que les soldats ennemis qui mouraient en cette semaine-là ne s'étaient pas levés ce matin-là en prévoyant de mourir et qu'ils méritaient la dignité, même dans la mort. Un journaliste enregistra son discours et le diffusa. Une copie atteignit, paraît-il, la Maison-Blanche, où le président George W. Bush l'accrocha au mur du bureau ovale. Ce fut le premier indice pour les Américains que les Britanniques apportaient en quelque chose à cette guerre qui allait au-delà des tanks et des fusils. Dans les dernières heures avant l'invasion, ces soldats britanniques s'assirent dans le désert koweïtien, écrivant leur dernière lettre avant des aléatres à la maison. Ils vérifièrent leurs armes, chargèrent les munitions. Ils écrivaient des choses sur le papier qu'ils n'avaient jamais pu dire à voix haute. Beaucoup d'entre eux avaient servi en Irlande du Nord et dans les Balkans. Ils connaissaient le danger, mais très peu d'entre eux avaient jamais affronté une armée nationale dans une guerre conventionnelle à grande échelle. La Grande-Bretagne l'avait fait lors de la première guerre du Golfe en 1991 et avant cela au Malouines en 1982. Mais la plupart des vétérans de ces campagnes étaient partis à la retraite ou avaient évolué dans des rangs plus élevés. Pour les jeunes soldats qui chargelaient leurs fusils dans l'obscurité koweïtienne, ce serait l'épreuve de leur vie. L'assaut commença dans l'obscurité et le chaos, la nuit du 20 mars, lorsque les Royal Marines des 40E et 42 et Commando lancèrent l'attaque depuis des hélicoptères et des barges de débarquement vers la péninsule d'Alfort. Le plan était audacieux et simple. Atterrir rapidement, saisir les plateformes pétrolières et les pipelines avant que les hommes de Saddam ne les fassent exploser et prendre le contrôle de la péninsule avant l'aube. Mais la gigantesque tempête de sable qui soufflait depuis toute la journée frappa avec une force totale, juste quelques heures avant l'attaque. Les pilotes ne pouvaient même pas voir au-delà de leur propre pale de rotor. Les hélicoptères américains qui devaient aider furent cloués au sol. Ils ne pouvaient pas voler. Mais les pilotes britanniques des escadrons aériens navals 845 et 847 prirent une décision différente. Ils volèrent leurs Sea King et Chinook directement dans la tempête, aveugles et tremblants, naviguant uniquement avec leurs instruments, déposant des marines dans des zones de débarquement qu'ils ne pouvaient pas voir. Les hommes touchèrent le sol en courant et furent immédiatement attaqués, mais pas par l'armée régulière irakienne, déjà en déroute, mais par des combattants fédayines de Saddam et des partisans du parti Baas enfouis dans des bâtiments, bunkers et tranchées. Les Royal Marines progressaient à travers des palmeraies et des fossés boueux, portant des combinaisons de protection chimique complètes, suant sous chaque couche tout en ripostant avec des fusils, des mitrailleuses et des missiles anti-chars. Les bruits étaient assourdissants. Les obus de mortier éclatèrent dans le sol mou. Le crépitement des tirs de Kalachnikov traversait l'air.
Les hélicoptères d'attaque rugissaient au-dessus de leur tête. En plein milieu de tout cela, le Special Boat Service exécutait une mission secrète distincte pour sécuriser les stations de pompage de pétrole avant qu'elles ne soient détruites. Ils réussirent en... Cette opération seule sauva des milliards de dollars et empêcha une catastrophe environnementale qui aurait pu empoisonner le Golfe pendant des années. Mais les ennuis ne faisaient que commencer. La petite ville portuaire de Casa devait tomber rapidement. Les planificateurs de la coalition s'attendaient à peu de résistance. Au lieu de cela, les Britanniques entrèrent dans une bataille urbaine acharnée qui dura 4 jours. Les combattants fedayènes, vêtus de vêtements civils, utilisaient les rues étroites de la ville et les étals du marché comme point d'embuscade. Les Royal Marines durent se battre pour chaque ruelle, chaque toit, chaque étal de marché. Les médias américains commencèrent à comparer cela à Mogadiscio. Les commandants britanniques insistaient sur le fait que la situation était sous contrôle, mais les combats étaient réels et des hommes étaient blessés. À quelques kilomètres de là, les Marines américains de la première force d'expédition observaient, via des caméras drones et des échanges radio, les Britanniques progressaient lentement à travers Umacer. Ils commencèrent à remarquer quelque chose. Les Britanniques géraient le combat urbain différemment. Ils étaient patients. Ils utilisaient moins de puissance de feu, mais de manière plus ciblée. Ils avançaient lentement et délibérément, au lieu de foncer à toute vitesse avec une force écrasante. Puis vint la décision la plus difficile de toutes. Alors que les forces britanniques approchaient de Bassora, le major-général Brims prit une décision qui stupéfia les Américains. Il n'attaqua pas la ville immédiatement. Au lieu de cela, il l'encercla. Les tanks Challenger 2 et les véhicules de combat Warrior de la 7e brigade blindée formèrent un anneau autour de Bassora, tandis que Brims envoyait des équipes plus petites effectuer des raids et des reconnaissances aux abords de la ville. Ces missions testaient les défenses irakiennes, recueillaient des informations et érodaient lentement la volonté de l'ennemi à combattre. C'était une stratégie lente et délibérée, et tout le monde ne l'appréciait pas. L'avance américaine vers Bagdad avait rencontré de sérieuses difficultés avec des attaques fédayines sur les lignes d'approvisionnement, et certaines voix américaines commencèrent à se demander si les Britanniques étaient trop prudents. Avaient-ils peur de pénétrer dans Bassora ? Pendant ce temps, les soldats britanniques étaient assis dans leurs véhicules, dans le désert, à l'extérieur de la ville, observant la fumée s'élever des toits, prenant des tirs de mortier, effectuant des patrouilles agressives et attendant. La chaleur était accablante, la tension écrasante, et à l'intérieur de Bassora, plus d'1 million de civils attendèrent de voir ce qui allait se passer ensuite. Tout était en suspens. Pendant 2 semaines, les Britanniques attendirent, observèrent et sondèrent. Chaque jour, de petites équipes de soldats pénétraient les périphéries de Bassora, testaient les défenses irakiennes, puis se replièrent. Chaque nuit, des équipes d'opérations psychologiques diffusaient des instructions de reddition dans la ville via des haut-parleurs et des signaux radio. Les officiers de renseignement britanniques rencontrèrent des informateurs et récoltaient des informations sur les cachettes des combattants ennemis, les endroits où étaient stockées les armes et les quartiers prêts à se soulever contre le parti basse. Peu à peu, comme une main serrant la gorge, la pression sur Bassora montait. Puis commencèrent à arriver les premiers rapports. Des civils à l'intérieur de la ville résistaient. Des personnes ayant vécu sous la terreur de Saddam Hussein pendant des décennies lançaient des pierres sur les responsables du parti Baas. De petits groupes attaquaient les postes de contrôle des milices. La ville était prête. Le major-général Brims savait que le moment était venu. Le matin du 6 avril 2003, l'assaut complet sur Bassora commença. L'artillerie britannique ouvrit le feu en premier. Les canons automoteurs AS-90 et les lance-roquettes pilonnèrent les positions ennemies connues aux abords de la ville. Les avions de chasse Tornado de la RAF hurlaient dans le ciel, larguant des bombes guidées de précision sur les QG du parti Baas et les postes de commandement des Fedayines. Le sol tremblait. Des colonnes de fumée noire perçaient le ciel, puis les blindés avancèrent. Les tanks Challenger 2, des Royal Scots Dragoon Guards et des Queen's Royal Lancers dévalaient les banlieues ouest de Bassora, leurs moteurs rugissants, leurs tourelles scrutant les toits. Les rues étaient étroites, à peine plus larges que les tanks eux-mêmes. Les combattants irakiens ouvrirent le feu avec des roquettes propulsées par fusée depuis les fenêtres anti-gilets et les ruelles. Les explosions frappaient les blindages des tanks.
Derrière les Challengers venaient les véhicules de combat Warrior transportant l'infanterie du Black Watch, du régiment royal des fusiliers et des Irish Guards. Les rampes arrière se baissèrent, et les soldats dévalèrent, dans les rues, fusils levés, se dirigeant vers les bâtiments. Les combats étaient rapprochés, bruyants et violents. Le bruit métallique des roquettes RPG rebondissant contre les blindages des Challengers se mêlait au vrombissement des canons à chaîne et au crépitement des tirs de fusil. Des civils couraient à travers le chaos, certains criant, d'autres portant des enfants. La température dépassait les 35 degrés Celsius. Les soldats britanniques combattaient dans des uniformes trempés de sueur, les mains glissantes sur leurs armes, enfonçant des portes et nettoyant des pièces une par une. Le brigadier Graham Beans était près du front de l'assaut, dans son propre véhicule Warrior. Il prit une décision qui allait à l'encontre des manuels. Plutôt que de s'arrêter pour sécuriser chaque bloc avant de passer au suivant, il poussa ses colonnes blindées plus profondément dans la ville. Il les mena directement vers le cœur symbolique de Bassora, le QG du parti basse et l'hôtel Sheran. Quand la vitesse de cette manœuvre prit complètement de court les défenseurs irakiens, des poches de combattants ennemis furent contournées et laissées pour l'infanterie de suivi qui s'en chargerait plus tard. En même temps, les Royal Marines du 42e Commando pénétraient dans les quartiers orientaux de Bassora depuis leur position le long du Châtel arabe. Ils rencontrèrent une résistance farouche à plusieurs points de passage de pont. Les combats étaient au corps à corps à certains endroits. Les Marines utilisaient des grenades, des crosses de fusil et une violence brute pour percer des positions fortifiées. Et puis, dans l'après-midi du 6 avril, quelque chose que personne n'attendait se produisit. La défense irakienne ne faiblit pas lentement. Elle s'effondra, comme un barrage qui se brise d'un coup. La résistance se dissipa. Les responsables du parti basse se précipitèrent dans des voitures civiles et s'enfuirent. Les soldats réguliers jetèrent leurs uniformes et disparurent dans les foules, tandis que les combattants fedayens, coupés et sans chef, se battaient jusqu'à la mort en petits groupes désespérés ou fuyaient vers le nord. Le 7 avril, Bassora était aux mains des Britanniques. La plus grande ville capturée par les forces britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale était tombée en environ 36 heures d'assaut direct après 2 semaines de préparation patiente. Les pertes britanniques lors de l'assaut lui-même furent remarquablement faibles. Et maintenant, venait la réaction à laquelle toute cette histoire avait préparé. Lorsque l'information parvint au quartier général américain au Qatar et que les généraux supérieurs examinèrent précisément comment les Britanniques avaient procédé, la réaction fut immédiate et frappante. Le général Tommy Franks qualifia l'opération britannique d'exemple parfait de la manière de prendre une ville. Il écrivit plus tard que le major-général Brims avait fait preuve d'une patience opérationnelle et d'une brillance tactique remarquable. Le lieutenant-général James Conway, dont les Marines combattaient juste à côté des Britanniques, déclara que voir comment les Britanniques avaient géré Bassora lui avait convaincu qu'ils étaient les meilleurs soldats au monde pour ce genre de guerre. Il loua leur capacité à passer d'un combat intense à une mission de maintien de la paix calme en l'espace d'une heure. Le major-général James Mattis, le commandant des Marines directs et qui deviendrait l'un des leaders militaires les plus respectés des États-Unis, confia à ses collègues que les Britanniques avaient montré quelque chose à Bassora que les Américains devraient apprendre, la patience de gagner sans détruire ce que l'on essaie de sauver. Au Pentagone, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld qualifia publiquement la performance des Britanniques de superbe. Et à une base avancée près de Bassora, un colonel américain observa un peloton de Royal Marines revenir d'un combat, nettoyer leurs armes, échanger leurs casques contre des bérets, puis marcher dans un village voisin pour distribuer de l'eau et discuter avec les familles locales, le tout en 30 minutes. Il se tourna vers un officier britannique à ses côtés et posa une question qui résumait tout ce que les Américains pensaient. Comment diable font-ils ça ? Les armes se turent à Bassora, mais la ville ne tomba pas dans le silence. Quelques heures après la disparition des dernières poches de résistance, les rues se remplirent de gens. Des milliers de civils sortirent de leurs maisons, éblouis par la lumière du jour, à peine croyant que la prise de la ville par le parti basse était enfin brisée. Certains acclamèrent, d'autres pleurèrent, et beaucoup se précipitèrent vers les bâtiments gouvernementaux et les bureaux du parti basse qui les avaient terrorisés pendant des années, les démolissant à main nue. Les portraits de Saddam Hussein furent arrachés des murs et piétinés dans la poussière. Les statues furent renversées à l'aide de cordes. Des meubles, des classeurs et tout ce qui pouvait être transporté furent traînés dans les rues.
Le pillage se répandit rapidement. En moins d'une journée, il s'étendit au-delà des bâtiments gouvernementaux jusqu'aux magasins, entrepôts et hôpitaux. Les soldats britanniques se tenaient au coin des rues, observant le chaos se déployer, tentant de comprendre où se situait la frontière entre un peuple célébrant sa liberté et une ville qui se déchirait elle-même. Le défi auquel ces soldats faisaient face était immense. Ils étaient jeunes, la plupart n'avaient pas plus de 20 ans, et ils étaient épuisés après des semaines de combat dans une chaleur accablante. Maintenant, on leur demandait de faire quelque chose de totalement différent. Ils devaient devenir policiers, travailleurs humanitaires et diplomates tout à la fois. Ils devaient arrêter le pillage sans tirer sur ceux qu'ils venaient de libérer. Ils devaient trouver de l'eau potable pour une ville de plus d'1 million d'habitants dont les canalisations avaient été endommagées par les combats. Ils devaient installer des postes médicaux pour les civils blessés. Ils devaient en faire tout cela tout en restant vigilants aux combattants ennemis qui pourraient se cacher parmi les foules. Les commandants britanniques prirent une décision délibérée dans ces premiers jours qui disait tout sur leur perception de leur rôle. Ils ordonnèrent à leurs soldats d'enlever leurs casques et de mettre leurs bérets souples. C'était un signal. Nous ne sommes pas ici pour vous occuper. Nous ne sommes pas ici pour vous effrayer. Nous sommes ici pour vous aider. L'image des troupes britanniques patrouillant à Bassora en béret plutôt qu'en casque devint l'une des photos les plus célèbres de toute la guerre. C'était un risque calculé. Paraître accessible pouvait vous tuer, mais ressembler à un envahisseur vous ferait perdre la paix. Mais sous ces images de libération, il y avait un prix douloureux à payer. Pendant la phase de combat de l'opération Telk du 20 mars au 1er mai 2003, 33 militaires britanniques furent tués en action ou moururent de leurs blessures. Plus de 100 autres furent blessés. Certaines de ces pertes étaient particulièrement poignantes, car elles ne venaient pas de l'ennemi, mais de erreurs et d'échecs. Le 23 mars, le sergent-chef Simon Cullingworth et le sapeur Luke Hollop du 33e régiment du génie prirent un mauvais tournant près de la ville d'Azubaya. Ils furent capturés par des irréguliers irakiens et exécutés, leurs corps retrouvés plusieurs jours plus tard. La nouvelle provoqua une vague de colère glacée dans les rangs britanniques. Le 28 mars, le caporal de cheval Matty Hull du régiment Blues and Royals fut tué lorsque son véhicule léger de reconnaissance fut attaqué par un avion d'attaque au sol A-10 américain. Il s'agissait d'un incident de tir ami, un avion américain tuant un soldat britannique. L'audio du cockpit fut ensuite fuité dans la presse. On y entend le pilote américain réaliser ce qu'il venait de faire et s'effondrer. L'enregistrement devint une source de colère profonde en Grande-Bretagne et créa des tensions entre les deux alliés pendant des années. Du côté irakien, les officiers et soldats capturés offrirent une vision surprenante des Britanniques. Beaucoup dirent qu'on leur avait dit, par les dirigeants du parti Baas, que les Britanniques étaient faibles, qu'ils ne se battaient pas avec ferveur, qu'ils n'étaient rien comparés aux Américains. La réalité qu'ils rencontrèrent fut bien différente. Les prisonniers irakiens décrivirent les Britanniques comme persistants et calmes. Ils ne paniquaient pas sous le feu. Ils ne tiraient pas dans tous les sens. Ils continuaient d'avancer de manière régulière et implacable. Mais ils traitaient aussi les prisonniers avec respect, leur donnaient de l'eau et soignaient leurs blessures. Les civils de Bassora, notamment dans les quartiers chiites, qui avaient le plus souffert sous Saddam, accueillirent largement les Britanniques. Ils lancèrent des fleurs, offrirent du thé, leur faisaient des signes depuis les toits. Pendant un moment fragile mais réel, au début du mois d'avril 2003, il semblait que tout allait enfin s'arranger. Ce moment, comme l'histoire le montrera, ne durerait pas. Mais durant ces premiers jours après la libération, il était authentique et il comptait. La chute de Bassora ne compta pas seulement pour ceux qui y vivaient. Elle provoqua des ondes de choc dans toute la guerre. En sécurisant le sud rapidement et avec relativement peu de destruction, les forces britanniques libérèrent des unités américaines qui, autrement, auraient été détournées de l'assaut sur Bagdad pour garder le flanc sud de la coalition. L'infrastructure pétrolière que les Royal Marines et le Special Boat Service avaient sauvée dès la première nuit de guerre pompait à nouveau, offrant à l'Irak d'après-guerre une bouée économique qui se serait volatilisée en flammes si les pipelines avaient été détruits. Le port d'Umkaza, une fois débarrassé de la résistance, devint le principal point d'entrée pour l'aide humanitaire. Des milliers de tonnes de nourriture, d'eau et de fournitures médicales circulèrent par ce petit port au cours des semaines suivantes, empêchant le sud de l'Irak de sombrer dans une crise humanitaire totale. Mais au-delà des chiffres stratégiques,
quelque chose de plus profond s'était produit. La manière dont les Britanniques se battirent dans le sud de l'Irak lança une conversation à l'intérieur de l'armée américaine qui durerait des années. Ce fut une conversation sur deux manières très différentes de faire la guerre. L'approche américaine, fondée sur une doctrine appelée choc et effroi, reposait sur une puissance de feu écrasante, la rapidité et la supériorité technologique. Frapper l'ennemi si fort et si vite qu'il ne peut pas penser, réagir ou se défendre. C'était dévastateur et efficace, surtout dans le désert ouvert. L'approche britannique, elle, était différente. Leur méthode avait été forgée dans des endroits que la plupart des Américains n'avaient jamais entendu mentionner. Malaisie, Bornéo, Aden, des petites guerres dans des coins éloignés d'un empire en déclin où la force brute ne garantissait rien d'autre que plus d'ennemis. De ces leçons difficiles, les Britanniques avaient appris à utiliser la force strictement nécessaire. Ils parlaient aux gens. Ils collectaient des informations lors de patrouilles pédestres et de conversations face à face. Ils tentaient de séparer l'ennemi de la population civile au lieu de tout détruire ensemble. Le contraste était visible pour quiconque regardait les actualités du soir. Deux armées alliées menaient la même guerre de manière très différente et les résultats dans le sud étaient difficiles à contester. Les généraux américains étudièrent de près les méthodes britanniques. Certains étaient sceptiques. Ils soutenaient que les Britanniques pouvaient se permettre d'être plus doux parce qu'ils opéraient dans le sud chiite de l'Irak, où la plupart des habitants voulaient que Saddam parte. Le véritable test, disaient ces critiques, viendrait dans le cœur sunnite, là où la résistance était féroce et la population hostile. Il y avait une part de vérité dans cet argument. Mais d'autres dirigeants américains virent quelque chose de réellement précieux dans la méthode britannique. Le corps des Marines des États-Unis, qui avait déjà une forte tradition de réflexion sur les petites guerres et la contre-insurrection, fut le plus ouvert aux leçons britanniques. Le général James Mattis tissa plus tard certaines de ses idées dans la formation et la doctrine des Marines. Des années plus tard, lorsque le général David Petraeus rédigea le nouveau manuel de contre-insurrection de l'armée en 2006, il ressemblait fortement aux principes que les Britanniques pratiquaient depuis des générations. Au sein de l'OTAN et dans les cercles militaires occidentaux, l'opération Telk devint une étude de cas sur la manière dont un pays de taille moyenne pouvait aller bien au-delà de ses capacités. Le Royaume-Uni n'était pas le membre le plus grand de la coalition. L'Australie, la Pologne et le Danemark envoyèrent également des forces, mais la Grande-Bretagne était le seul partenaire capable de mener des opérations indépendantes à grande échelle, commandant une division entière dans son propre secteur. La performance britannique cimenta la place du Royaume-Uni comme le plus important allié militaire des États-Unis. D'autres nations contribuèrent avec ce qu'elles pouvaient, mais lorsque les planificateurs américains s'assirent pour concevoir une opération de coalition, le premier appel allait toujours à Londres. Cette confiance avait été gagnée avant, lors de la guerre du Golfe et dans les Balkans, mais Bassora la confirma de manière indiscutable. Les Britanniques avaient prouvé que le professionnalisme, l'expérience et la qualité des soldats individuels pouvaient compter davantage que la taille d'une armée ou le prix de son équipement. Derrière la stratégie et les statistiques, cette guerre fut menée par de vraies personnes avec des noms réels et des familles réelles qui les attendaient chez eux. Leurs histoires méritent d'être racontées. Le soldat Johnson Bahari naquit sur la petite île caribéenne de Grenade et émigra en Angleterre en tant que jeune homme pour rejoindre l'armée britannique. Il devint conducteur de véhicules de combat Warrior dans le 1er bataillon du régiment royal de la princesse de Galles. Le 1er mai 2004, dans la ville d'Alamara, son unité entra directement dans une embuscade. Une roquette propulsée par grenade frappa son Warrior, blessant le commandant dans la tourelle et plusieurs soldats à l'arrière. Avec son commandant inconscient et saignant, Harry prit le contrôle. Il conduisit le Warrior droit à travers l'embuscade, percutant des barricades ennemies alors que des balles et des roquettes RPG frappaient le véhicule de toutes parts. Lorsqu'il atteignit la sécurité et sortit de son compartiment, complètement exposé aux tirs ennemis, il tira ses camarades blessés à couvert. 6 semaines plus tard, cela se reproduisit. Une autre roquette RPG frappa son Warrior, explosant à quelques centimètres de sa tête, un morceau de métal se logeant dans son cerveau. Il devint aveugle et à peine conscient, mais parvint tout de même à faire marche arrière et sortir de la zone de tir, sauvant ainsi toute son équipe avant de s'effondrer. Bahari passa des mois dans le coma. Il dut réapprendre à marcher et à parler.
Lorsqu'il se remit, il fut décoré de la Croix de Victoria, la plus haute distinction militaire britannique, devenant ainsi la première personne vivante à la recevoir en presque 40 ans. Les dirigeants militaires américains qui entendirent son histoire parlèrent de lui avec un profond respect. Le colonel Tim Collins, l'homme dont le discours la veille de la guerre avait atteint les murs de la Maison-Blanche, ne trouva pas la gloire qui l'attendait une fois les combats terminés. Après l'invasion, un réserviste américain l'accusa de mauvais traitements envers des prisonniers irakiens et de tirs sur des civils. Une enquête de la police militaire exonéra Collins de toutes les accusations, mais le mal était fait. Il quitta l'armée en 2004, amer et désillusionné. Il écrivit un livre intitulé Rules of Engagement et devint un critique acerbe des politiciens qui avaient envoyé les soldats en guerre sans plan adéquat pour l'après-guerre. Ces mots survécurent à sa carrière. Son discours est encore étudié dans les académies militaires à travers le monde. Mais l'homme qui l'avait prononcé s'éloigna de l'institution qu'il avait aimée. Puis il y eut la charge à la baïonnette à Danny Boy, le 14 mai 2004, lorsque des soldats de la compagnie marine du 1er bataillon du régiment royal de la princesse de Galles furent en épris en embuscade par des combattants de l'armée Mahdi près d'un poste de contrôle au sud d'Alamara. Une vingtaine de soldats britanniques se retrouvèrent coincés dans un terrain découvert, les balles faisant jaillir la terre autour d'eux. Leur commandant prit une décision qui semblait appartenir à un autre siècle, fixer les baïonnettes. Les soldats fixèrent les lames au bout de leurs fusils, se levèrent et chargèrent sur 200 mètres de terrain découvert, droit vers les positions ennemies. Les combattants de l'armée Mahdi, qui s'attendaient à voir les Britanniques rester à couvert et appeler un appui aérien, ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Dans la lutte au corps à corps qui suivit, environ 28 combattants ennemis furent tués. Aucun soldat britannique ne perdit la vie lors de la charge. Ce fut la première charge à la baïonnette des forces britanniques depuis la guerre des Malouines en 1982. Lorsque la nouvelle parvint aux officiers américains, un colonel de l'armée secoua la tête et dit « Seuls les Britanniques apporteraient des baïonnettes à une fusillade et gagneraient. » Mais toutes les histoires ne se terminèrent pas par des médailles et de la survie. Le sergent Stephen Roberts du 2e régiment royal de Tanks fut tué le 24 mars 2003 près d'Azuba. Il avait dû donner son gilet pare-balles renforcé à un autre soldat parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Il portait l'ancien gilet, plus mince, lorsqu'une balle le frappa. Sa mort devint un scandale national et un symbole douloureux de la manière dont le gouvernement britannique avait envoyé ses soldats en guerre sans leur fournir suffisamment d'équipements de base. Sa veuve, Samantha, passa des années à se battre pour obtenir des réponses et de meilleurs équipements pour les troupes encore en service. Sa campagne rappela à la nation que derrière chaque acte de génie sur le champ de bataille, il y avait des échecs et des manques qui coûtaient des vies. Ces soldats avaient accompli des choses extraordinaires en Irak, mais ils l'avaient fait malgré leur gouvernement, pas grâce à lui. L'histoire de l'opération Telk ne se termina pas avec la chute de Bassora. De nombreuses difficultés restaient à venir. Les mêmes qualités qui avaient rendu les Britanniques brillants pour capturer la ville allaient être mises à l'épreuve de manière terrible durant les années d'occupation qui suivirent. En 2006 et 2007, les milices chiites dirigées par l'armée Mahdi étaient devenues suffisamment puissantes pour contrôler des quartiers entiers. Les forces britanniques, étendues au maximum et avec trop peu de ressources allouées par un gouvernement qui avait déjà déplacé son attention vers l'Afghanistan, commencèrent à perdre du terrain. L'approche patiente et mesurée que les généraux américains avaient si hautement louée lors de l'invasion était désormais exploitée par des groupes armés qui voyaient dans la prudence britannique une faiblesse. En 2007, les forces britanniques se retirèrent de leur base au palais de Bassorah dans un accord avec les milices locales que beaucoup considérèrent comme une retraite. L'année suivante, les forces irakiennes, soutenues par les troupes américaines, lancèrent l'opération Charge des Chevaliers pour reprendre la ville aux milices. Certains des mêmes officiers américains qui avaient admiré les Britanniques en 2003 commencèrent à les critiquer discrètement pour avoir perdu ce qu'ils avaient en gagné. Ce fut un retournement douloureux et un rappel honnête que la guerre ne prend pas fin lorsque les tirs cessent. En tout, 179 militaires britanniques perdirent la vie en Irak entre 2003 et 2011. Plus de 2000 autres furent blessés, physiquement ou mentalement. L'enquête Shilko, une vaste investigation du gouvernement britannique menée de 2009 à 2016 et qui produisit un rapport de 2,6 millions de mots,
conclut que la Grande-Bretagne était entrée en guerre avant que toutes les options pacifiques n'aient été explorées, que les renseignements concernant les armes de destruction massive étaient erronés et que la planification pour l'après-invasion était totalement insuffisante. Pourtant, même ce rapport profondément critique reconnut que le personnel militaire britannique avait servi avec un courage et une distinction remarquables. Les politiciens avaient échoué, pas les soldats. Au National Memorial Arboretum dans le Staffordshire, en Angleterre, un mur de pierre se dresse parmi les arbres. 179 noms y sont gravés, chacun représentant une personne partie de chez elle en uniforme britannique et ne revenant jamais d'Irak. Les familles rendent hommage tout au long de l'année, déposant des fleurs, des photographies et de petites notes que le vent emporte parfois. À Bassora même, les souvenirs sont complexes. La libération initiale fut accueillie à bras ouverts, avec une joie sincère. Mais les années suivantes apportèrent de violence, chaos et déception. De nombreux Irakiens qui avaient accueilli les Britanniques comme des sauveurs finirent par les voir comme une autre force d'occupation qui ne pouvait ou ne voulait pas réparer ce qui était brisé. L'héritage de l'opération Telk perdure de manière visible et cachée. Les leçons que les Britanniques ont transmises aux Américains sur la contre-insurrection ont aidé à façonner la stratégie qu'a apportée le général Petraeus en Irak en 2007. L'expérience a également influencé la manière dont la Grande-Bretagne a planifié sa mission en Afghanistan, où de nombreux soldats ayant combattu à Bassora furent envoyés dans la province de Helmand. Les généraux américains ayant servi aux côtés des Britanniques, comme Mattis, Conway et Franks, continuèrent pendant des années à désigner les forces britanniques comme le partenaire de la coalition qu'ils respectaient le plus et qu'ils voulaient à leur côté dans n'importe quel combat. Ce respect avait été gagné dans le sable et la fumée des rues de Bassora, dans le calme courage d'un jeune soldat grenadien qui avait conduit son véhicule détruit hors de la zone de mort, avec des éclats de métal dans le cerveau, et dans la sérénité des jeunes Marines capables de combattre une guerre le matin et de distribuer des bouteilles d'eau l'après-midi. L'un de ces soldats, un Royal Marine qui avait traversé la tempête de sable sur Alour la toute première nuit de la guerre, fut interviewé des années plus tard. Il ne parla pas de gloire ni d'héroïsme, il se contenta de dire qu'ils avaient fait leur travail et qu'ils l'avaient bien fait. Que les politiciens aient fait le leur, cela ne le regardait pas. Cette fierté silencieuse, ce refus de se vanter, cette volonté de laisser le travail parler de lui-même était peut-être la chose la plus britannique de toute l'histoire. Et c'est exactement ce que ces généraux américains avaient vu et admiré dès le début.